Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre sur YouTube, soutenir l'émission sur Patreon ou faire un petit don grâce au lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons notre invité de ce soir, le professeur Richard Wolff. Le professeur Wolff est un économiste américain et un critique du capitalisme. Professeur Wolff, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Très heureux d'être ici et merci beaucoup de m'avoir invité. Je viens de vous demander, juste avant, comment vous alliez. Et vous avez dit que vous n'aviez jamais vu un fossé aussi grand entre le peuple et, disons, la classe dirigeante aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus à nos téléspectateurs ce que vous entendez par là? D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a un gouvernement qui ne représente plus qu'un quart, peut-être 20% de la population, qui continue à le soutenir. Et laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire. Depuis l'investiture de Donald Trump pour son deuxième mandat, en janvier 2025, on a vu sa popularité baisser, le soutien dont il bénéficie reculer, dans tous les sondages sans la moindre pause. C'est une courbe qui descend en continu. Il a été élu en gros avec un tiers, peut-être un peu plus, des voix et du soutien de la population. Et depuis, il a perdu à peu près la moitié de ça, quelque part dans cet ordre-là. Comment est-ce possible? Eh bien, voici les raisons, et voici les gens qui se détournent de lui. Même parmi ses propres partisans, il a perdu un nombre important de soutien à cause de la guerre. La guerre, dans ce cas, contre l'Iran, dans laquelle les États-Unis, en partenariat avec Israël, et j'y reviendrai parce que c'est important, ont attaqué, comme vous le savez tous, l'Iran il y a environ 50 jours. Cette guerre, contrairement aux précédentes menées par les États-Unis, comme la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan et d'autres encore, a été rejetée par une majorité d'Américains, selon Gallup et d'autres sondages, dès le départ. Dans les guerres précédentes, les Américains soutenaient le conflit par une sorte de patriotisme automatique, on pourrait dire. Mais au fil des mois, puis des années, ce soutien s'effritait. Pas cette fois. Cette fois-ci, dès les premiers jours du conflit, la majorité des Américains interrogés s'y opposaient. Et M. Trump, qui avait fait campagne contre ce qu'il appelait les guerres sans fin des États-Unis, a été perçu par ses partisans comme ayant trahi leurs espoirs. Non seulement il n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine, mais il en a déclenché une autre, et de manière agressive, en Iran. Une guerre, d'ailleurs, que les médias américains appellent une guerre de choix, puisque même ici, aux États-Unis, très peu de gens pensent que l'Iran représente une quelconque menace pour le pays. En réalité, les seuls à parler d'une menace iranienne, ce sont Trump, le secrétaire à la guerre Hegseth et d'autres du même genre, qui cherchent à se donner une justification. Ils essayent par exemple de dire que les Iraniens ont une arme nucléaire, ce qui est faux, ou qu'ils travaillent à en obtenir une, alors qu'il n'y a aucune preuve de cela. Mais à force de le répéter, ils espèrent créer une raison, une sorte de justification. Et pourtant, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est justement que ça ne marche pas. Le mécontentement du peuple américain se manifeste aujourd'hui par une majorité opposée à cette guerre. C'est pour ça que Trump ne sait pas vraiment comment réagir. Deuxième point, revenons à Israël. Probablement le groupe de pression le plus puissant aux États-Unis, actif en permanence au Congrès, présent dans de nombreux États, faisant pression sur les élus, versant de grosses sommes d'argent à tel candidat contre tel autre, c'est ce qu'on appelle l'AIPAC. C'est un groupe de lobbying qui soutient Israël
dirigés par des personnes qui veulent que les États-Unis protègent Israël, le financent et lui fournissent une aide militaire, y compris des armes. Pendant longtemps, il bénéficiait d'un large soutien de l'opinion américaine, favorable à Israël. Ils ont été très efficaces pendant des décennies, au moins ces 40 ou 50 dernières années. Ces dernières années, et surtout depuis 1 an et demi, à cause du comportement d'Israël à Gaza, et maintenant aussi de son attitude au Liban et de son partenariat avec les États-Unis contre l'Iran, pour la première fois, l'opinion majoritaire a basculé à l'intérieur même des États-Unis. La sympathie envers les Palestiniens est désormais plus forte que le soutien à Israël. C'est encore très serré, mais la tendance s'éloigne du soutien à Israël, avec de plus en plus de sympathie pour la Palestine et une opposition marquée en particulier au gouvernement Netanyahou en Israël. Pour vous donner un exemple, je suis ici à New York, la plus grande ville des États-Unis, où nous avons un nouveau maire élu il y a quelques mois, qui s'appelle Zohran Mamdani. Et pourquoi est-ce intéressant? Parce que Zohran Mamdani, ce maire élu, est musulman et socialiste. Autrefois, en politique américaine, l'un ou l'autre de ces éléments suffisait à rendre une élection impossible à gagner. L'idée qu'un homme puisse remporter une élection en étant à la fois musulman pratiquant et socialiste dans la ville de New York, c'était impensable. Et pourtant, l'un des plus grands groupes ethniques d'électeurs à New York, peut-être le 2e ou le 3e, ce sont les Juifs, et la majorité d'entre eux ont voté pour Mamdani. Et Mamdani, pendant sa campagne, a déclaré publiquement que si Netanyahou venait à New York, il le ferait arrêter. C'est donc un développement assez remarquable. La deuxième raison de ce profond mécontentement, c'est la situation économique américaine. Et la meilleure façon de vous la décrire, c'est de dire que la majorité des Américains, je parle ici de 70 à 80%, traversent de sérieuses difficultés économiques. Ils n'arrivent plus à maintenir leur niveau de vie. Chaque semaine, chaque mois, tout devient soit plus cher dans les magasins, soit plus incertain au travail, soit le revenu que vous tirez de votre emploi diminue. Il y a trop de problèmes économiques qui non seulement ne sont pas résolus, mais qui s'aggravent. Et M. Trump avait promis pendant sa campagne qu'il allait améliorer la situation directement, ce qu'il n'a pas fait. En même temps, je dois le dire parce que ça fait partie du problème économique. L'écart entre les riches et les pauvres s'est aussi creusé. Environ 70 à 80% des gens ont perdu leur sécurité économique, leur stabilité. Pour les riches, pour les 10% les plus aisés, en revanche, cette période a été plutôt favorable. Le gouvernement injecte de l'argent dans l'économie, mais cet argent ne va pas à la majorité des gens. Il part dans le marché boursier où il alimente une forme d'inflation. J'entends par là une hausse des actions. Si vous possédez des actions, évidemment, ça vous paraît très positif. Du coup, les 10% les plus riches, les gens aisés, la classe des employeurs, ceux qui détiennent les grands médias, les journaux, la télévision, tout ça, pour eux, quand ils regardent leur portefeuille boursier, l'économie se porte à merveille. Mais pour la grande majorité, ce n'est pas du tout le cas. Résultat, les inégalités se creusent et avec elles grandissent l'amertume, la colère et la dureté du débat politique américain. C'est la réaction immédiate à cette montée des inégalités qui contredit toutes les promesses et tous les engagements que ce gouvernement avait pris. Et donc on voit, même parmi leurs partisans, des gens qui étaient autrefois des soutiens enthousiastes de Trump se retourner contre lui, le dénoncer, dire publiquement qu'ils regrettent de l'avoir soutenu. Tucker Carlson, si ce nom vous dit quelque chose, ou encore Marjorie Taylor Greene,
une membre du Congrès ici qui a démissionné et s'est retournée contre le président qu'elle avait soutenu pendant de nombreuses années. Et tout cela reste surplombé par un immense scandale sexuel autour de Jeffrey Epstein, qui ne disparaît pas et qui demeure comme une preuve constante de l'effondrement moral de ce gouvernement. C'est donc une période vraiment extraordinaire. Le Parti démocrate, qui n'a pas vraiment fait preuve d'une forte opposition, a clairement une stratégie. Laisser M. Trump se détruire politiquement lui-même. Ils espèrent tous qu'aux élections de novembre prochain, dans quelques mois, il y aura un basculement des électeurs des républicains vers les démocrates. C'est probable, mais cela ne donnera peut-être pas le résultat que le Parti démocrate espère, parce que les républicains utilisent, disons, des mécanismes semi-légaux pour redessiner les circonscriptions électorales afin d'obtenir plus de sièges au Parlement. En termes de démocratie, on ne peut pas dire qu'on en ait vraiment une ici. On ne l'a plus eu depuis un certain temps, sauf dans la forme. En réalité, ce sont l'argent et le pouvoir qui dominent. Et ce que vous voyez M. Trump faire à l'étranger, il le fait aussi à l'intérieur du pays. Cela l'isole de plus en plus, au point que la seule manière pour lui de rester au pouvoir maintenant, c'est d'être toujours plus autoritaire, parce qu'il ne peut plus s'y maintenir autrement. Oui, en parlant de ce fossé entre les élites dirigeantes et les gens qui travaillent, je reviens justement d'une petite rencontre, surtout avec des militants, autour du thème de la fête du travail. Parce que, comme tu le sais et d'autres aussi, aujourd'hui c'est la journée internationale des travailleurs. Elle est beaucoup plus célébrée en Chine et dans de grandes régions de l'Inde que sans doute aux États-Unis. Pourtant, tout a commencé avec l'affaire de Haymarket en 1886 à Chicago, quand les ouvriers manifestaient pour obtenir une journée de travail de 8 heures maximum. Bref, j'avais été invité à dire quelques mots sur l'histoire du mouvement ouvrier. J'ai effectivement parlé un peu de l'histoire des mouvements ouvriers à travers le monde, mais ce que je voulais surtout aborder, là-bas, c'était justement ce fossé entre les préoccupations de la classe ouvrière et la haute politique. Nous sommes donc dans ma province natale, l'Assam. Mais il y a aussi d'autres provinces où 2 jours plus tard, on aura les résultats des élections. Et si l'on en croit les sondages, le BJP, le parti d'extrême droite en Inde, devrait très bien s'en sortir. Et tout ça arrive à un moment où tous les indicateurs sur la situation de la classe ouvrière vont dans une direction complètement différente. Je veux dire, je fais aussi partie d'une toute petite boulangerie et mes associés m'ont demandé de recruter du personnel. On a publié récemment une offre d'emploi. C'est un poste très mal payé, malheureusement, à peine au-dessus du salaire minimum fédéral, qui, comme vous le savez par votre propre expérience, est largement insuffisant partout. Et pourtant, on a reçu plus de 350 appels pour ce seul poste dans une toute petite boulangerie de quartier. Je veux dire, ça parle des niveaux de sous-emploi et de chômage en Inde, mais ça reflète aussi quelque chose de très global. Alors ma question pour vous, professeur Wolf, c'est que peut-on faire à une époque où l'argent domine la politique, comme vous l'avez dit, pour remettre sur la table ces sujets? L'assurance, la dette étudiante, le salaire minimum fédéral, une meilleure protection des travailleurs, le contrôle des loyers, les impôts redistributifs, et ainsi de suite, qui existaient déjà aux États-Unis. On l'a bien vu pendant la campagne de Sanders. Comment faire pour que ces questions deviennent vraiment centrales dans notre vie politique, à un moment où l'argent a pris le dessus sur la politique? Et du coup, on voit apparaître des phénomènes comme l'hypernationalisme, le fait de faire de la Chine ou d'autres pays des boucs émissaires. En Inde, on peut accuser les musulmans ou les Bangladais.
Ce sont des thèmes qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors, en ce jour de la fête du travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de politique du travail? What comes to your mind when it talks about labor politics? Eh bien, je pense que les similitudes sont frappantes. Je dirais qu'ici, aux États-Unis, on assiste à une résurgence de ce qu'on appelle au sens large la gauche. Autrement dit, ce n'est pas seulement New York qui a élu un maire qui se dit socialiste. Ce phénomène se répand dans de plus en plus de communautés à travers le pays. C'est réel. En ce moment, il semble que le gouverneur de l'État du Maine sera probablement quelqu'un qui, même s'il ne se dit pas socialiste, défend en gros les mêmes arguments que ceux que je vais vous exposer, parce que ce sont ceux qui fonctionnent dans notre société. Les voici. Et si ces arguments vous paraissent familiers, laissez-moi commencer par dire qu'ils le sont, effectivement. Mais c'est la tradition de la gauche, celle qui s'est perdue dans ce pays. Ni le Parti républicain, ni le Parti démocrate n'osent, et c'est vrai depuis des décennies, formuler un argument de type socialiste traditionnel. Du coup, pour des millions d'Américains, quand ils entendent un discours socialiste, celui que toi et moi connaissons bien par notre expérience et nos engagements, c'est en fait quelque chose de tout à fait nouveau, d'excitant, d'original, de provocateur même, parce que ce discours a été exclu du débat public. Et maintenant, je vais te donner quelques exemples. Le maire Mamdani, ici à New York, a décidé de faire la chose suivante. Offrir une garde d'enfants publique et gratuite pour les tout-petits, à partir, je crois, d'environ 2 ans. La ville commencera par proposer pour tous les employés municipaux un service de garde de qualité et sécurisé, afin que les parents aient un lieu fiable et sûr pour leurs enfants pendant la journée de travail. D'accord, c'est un programme de service public traditionnel qu'on n'a pas à New York. Donc personne ne l'a fait jusqu'ici. Lui, il le fait et ce sera gratuit. Alors la question, c'est comment ça va être financé? Sa proposition, c'est de taxer les gens qui possèdent plus d'une résidence. Si vous avez un appartement ici, à New York, comme beaucoup de riches en ont, où ils ne viennent que de temps en temps, la plupart du temps, il reste vide et sert surtout d'investissement pour l'avenir. Eh bien, cet appartement sera désormais taxé. Il y aura un impôt spécial sur ce qu'on appelle un pied-à-terre. C'est une expression française pour désigner un logement en ville où l'on vient de temps en temps. Les riches crient au scandale. Ils menacent de vendre leur appartement, de quitter New York. Les menaces sont vides parce qu'il n'y a pas d'autre ville comme New York. S'ils ont un appartement à New York, c'est parce que le théâtre est ici, le cinéma est ici, les restaurants sont ici. Tout ce sur quoi ils veulent dépenser leur argent est concentré ici. Mais c'est très symbolique que tout cela soit extrêmement populaire. C'est populaire de proposer des crèches, c'est populaire de taxer les riches pour les financer. Et ce que je vous dis, c'est que ce dont nous avons besoin, et ce que les socialistes parmi nous devraient faire, c'est sortir et avoir le courage de le dire. Ne pas avoir peur. Ne pas suivre les conseils de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça. On peut parler d'écologie ou de politique étrangère, mais on ne peut pas affronter les inégalités et les divisions de classe. En ce moment, on ne réussira pas si on ne redécouvre pas les arguments socialistes traditionnels, parce qu'on se rend compte qu'ils sont très puissants. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier. Bien sûr, on peut s'adapter aux situations actuelles qui ont leurs différences, évidemment. Mais ici, aux États-Unis, ce qu'on apprend, c'est que le fait de rétablir les anciens programmes socialistes, ceux qui ont une longue histoire dans ce pays, c'est la clé du succès aujourd'hui. Les conditions sont telles que des masses de gens, des travailleurs, sont maintenant tellement détachés des républicains et des démocrates qu'ils sont ouverts.
Il y a des sondages qui montrent que, malgré tout ce qui s'est passé, la personnalité politique la plus populaire du pays reste Bernie Sanders. Et c'est lui qui a remis sur la table les anciens programmes socialistes, plutôt modérés d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on assiste à une véritable résurgence du mouvement ouvrier. Après 50 ans de déclin, un déclin dramatique, avec la baisse du nombre d'adhérents, la perte de combativité syndicale, tout ça, on voit enfin la courbe remonter. Les conditions sont devenues si mauvaises et l'inaction du gouvernement est telle que beaucoup de travailleurs commencent à voir dans le syndicat une voie d'avenir, à condition que le syndicat se batte. Et donc je pense qu'on commence à voir ici aux États-Unis quelque chose que je ne pensais pas voir de mon vivant. Le retour d'une vraie gauche. En parlant des traditions et de la manière dont on devrait s'en inspirer pour construire une politique ouvrière qui nous soit propre, j'aimerais te poser une question à propos d'Internet, de façon générale, mais aussi de l'intelligence artificielle, sous ses formes plus concrètes. Le New York Times a récemment rapporté que Amazon, le deuxième plus grand employeur des États-Unis, avait licencié 16 000 personnes. Et selon certains rapports, l'entreprise chercherait à accélérer la recherche et les investissements dans l'IA, principalement en construisant des centres de données, afin de pouvoir se passer, à terme, de millions de travailleurs. Et bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, cela fait grimper les profits des grandes entreprises. D'ailleurs, Bloomberg expliquait cette semaine que la bourse était en forte hausse. Et la principale raison qu'ils avancent, ce sont justement ces profits records. Bien sûr, Chevron, ExxonMobil et d'autres sont les suspects habituels en temps de guerre, avec leurs bénéfices qui grimpent encore ce mois-ci. Alors ma question pour vous, c'est comment les travailleurs peuvent-ils lutter à l'ère de l'intelligence artificielle? Et plus largement, à l'ère d'Internet, où le réseau lui-même a créé un sentiment d'isolement, notamment dans la vie politique locale et les cultures de quartier, là où la politique de la classe ouvrière s'exprimait, comme vous le disiez. Il y a une tendance, chez beaucoup, pas tous, mais beaucoup, à délaisser ces espaces traditionnels pour se retrouver enfermés dans l'espace d'Internet et des réseaux sociaux. Et je ne dis pas que tout y est mauvais, ni que tout est à rejeter, mais je pars du constat que c'est une réalité objective à laquelle nous faisons face. Alors, comment cela interagit-il avec la forme de renouveau ou de redynamisation de la politique de gauche traditionnelle dont vous parliez tout à l'heure? Eh bien, je pense que ce qu'on a ici, c'est la nécessité de faire la part des choses entre une certaine exagération, un certain emballement autour de la dernière avancée technologique. Ça s'est toujours produit avec la machine à vapeur, avec l'électricité, avec la chimie moderne, avec le développement de l'informatique, avec l'énergie atomique. Il y a un débat très animé. Laissez-moi commencer par ça. En ce moment, il y a un débat très vif dans la presse financière américaine, auquel participent le Financial Times, le magazine The Economist, le Wall Street Journal, des publications de ce genre, ainsi que de nombreux podcasteurs et autres commentateurs. Et la question, c'est celle-ci. L'intelligence artificielle sera-t-elle à la hauteur de la publicité exagérée dont elle a bénéficié? Et ce qui est important à ce stade, c'est de bien comprendre que le débat montre qu'on ne connaît pas encore la réponse à cette question. Pour chaque article qui affirme que l'intelligence artificielle va remplacer des millions de travailleurs, et ainsi de suite, il y en a un autre qui dit « on le pensait aussi, mais dans tel ou tel secteur, on a acheté de l'IA, et en fait, oui, on a licencié 10 000 personnes, mais on en a déjà réembauché 5 000, parce qu'on ne peut pas faire autrement. L'IA crée de nouveaux types de problèmes. » Et ça ne me surprend pas. Je pense que c'est ce qui s'est toujours produit. Vous savez, dans ce siècle,
Le 21e siècle commence en 2000 avec un grand crash à Wall Street. Au printemps 2000, c'est l'effondrement de Wall Street et de la bourse. On appelle ça la crise des dot-com. Pourquoi? It's called the dot-com crisis. Why? Because the idea was Parce qu'à l'époque, l'idée c'était que le développement d'Internet, des ordinateurs et du réseau allait remplacer des millions de travailleurs. Et oui, ça allait le faire. Et ça allait être tellement rentable que certaines entreprises vendaient leurs actions à $100 l'unité. Ces entreprises n'avaient jamais fait le moindre bénéfice, mais elles annonçaient qu'elles en feraient dans 2, 4, 6 ou 9 ans. Il y avait une vraie effervescence. Puis tout s'est effondré. Je connais beaucoup de gens à Wall Street et je ne suis pas très loin d'ici. On peut y aller à pied depuis l'endroit où je parle. Beaucoup d'entre eux sont très inquiets. Ils craignent qu'on vive un nouveau crash, qu'on appellera le crash de l'intelligence artificielle, un peu comme on a eu le crash des dot-com en 2000. Voilà, c'est le premier point. Deuxièmement, il est tout à fait possible que pour toutes sortes de raisons, Amazon, Apple et bien d'autres licencient des dizaines de milliers de personnes, sans vraiment vouloir nous en donner les explications. Alors, si vous êtes aujourd'hui au service de communication d'une grande entreprise et que vous devez licencier du personnel pour diverses raisons, vous avez une excuse toute trouvée, socialement acceptable. Nous installons l'intelligence artificielle. Nous faisons un progrès technologique. Il y a donc cette tendance à exploiter l'occasion que l'IA offre pour faire croire que c'est l'avancée technologique qui fait perdre leur emploi aux gens, plutôt que d'assumer que ce sont les entreprises elles-mêmes qui prennent certains types de décisions. Très mauvais, parce que ce que ça fait, c'est détourner la classe ouvrière de sa relation au travail et lui faire croire à la place qu'elle est le jouet d'une technologie un peu comme la nature, vous voyez. C'est donc un point idéologique important. Troisièmement, supposons que ce soit au moins en partie, voire totalement vrai, que l'intelligence artificielle remplace les travailleurs. C'est une leçon formidable à faire passer à notre peuple, à la gauche, à la classe ouvrière que nous voulons toucher. L'IA n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont l'IA est mise en place dans le capitalisme. Et pour comprendre ça, il faut une petite leçon d'économie. Je vais la faire maintenant. C'est très simple, mais c'est quelque chose qui pourrait et qui devrait être utilisé par les militants partout dans le monde. Quand un capitaliste achète de l'intelligence artificielle, son espoir, c'est de s'en servir à la place d'un travailleur. Alors imaginons, juste un instant, que l'IA rende les travailleurs 2 fois plus productifs qu'avant. Avant l'IA, il fallait 100 employés dans la boulangerie. Maintenant, avec l'IA, on peut produire la même quantité de pain avec 50 employés, parce qu'ils ont chacun une aide numérique. Alors que fait le capitaliste? Il licencie 50 de ses employés. Avec les 50 qui restent, à qui il verse le même salaire qu'avant, il obtient désormais la même quantité de pain. Et il la vend. Et si on suppose que le prix reste le même, il encaisse donc le même revenu. Même revenu, même quantité de pain produite, mais avec 2 fois moins de travailleurs. Pourquoi est-ce que c'est excitant pour lui? Parce qu'il peut garder pour lui la part du revenu qu'il donnait auparavant aux 50 employés qu'il vient de licencier. Résultat, ses profits augmentent de façon spectaculaire. Il installe donc cette nouvelle technologie pour son propre bénéfice. Lui, il y gagne un profit supplémentaire et 50 personnes perdent leur emploi. Bon pour lui, terrible pour les travailleurs, et tout aussi terrible pour les commerces locaux qui dépendaient de ces 50 salariés. Vous savez, le petit resto du coin, l'épicerie locale, tout le monde en pâtit. Le capitaliste, lui, empoche plus de bénéfices. Maintenant, imaginons l'alternative, le socialisme.
Supposons que les travailleurs possèdent et gèrent collectivement cette entreprise. collectively owned and operated this enterprise. So it's not a capitalist enterprise. The workers Donc ce n'est pas une entreprise capitaliste. Les travailleurs votent démocratiquement sur ce qu'ils produisent, comment ils le produisent, où ils le produisent, et sur ce qu'ils font du profit. Alors, que feraient-ils avec l'intelligence artificielle? Allons-y. Est-ce qu'ils achèteraient l'IA? Oui. Est-ce qu'ils l'installeraient? Oui. Est-ce qu'ils l'utiliseraient pour rendre chaque travailleur 2 fois plus productif qu'avant? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils feraient différemment? Voilà la différence. Ils ne licencieraient personne. Tout le monde garde son emploi, mais la journée de travail passe de 8 heures à 4 heures. Pourquoi? Parce qu'en 4 heures, les travailleurs peuvent produire autant de pain qu'il leur fallait 8 heures pour faire avant, grâce à l'IA qui leur permet de le faire. Eh bien, ce que vous avez montré ici, c'est que le socialisme pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour transformer la vie de la majorité. Des travailleurs, 50 personnes dont la vie serait changée parce que 4 heures par jour, ils pourraient faire un autre travail, passer du temps avec leur famille, améliorer leur maison, s'engager politiquement. Leur vie serait meilleure. Vous auriez utilisé l'IA pour améliorer la vie de tout le monde, pas seulement pour augmenter le profit des capitalistes. C'est l'une des leçons les plus fortes qu'on puisse donner, et elle peut être expliquée à chaque travailleur. Elle lui montrerait les avantages concrets et immédiats d'une alternative socialiste au capitalisme. Et c'est notre rôle. La révolution de l'intelligence artificielle nous permet de le faire. Voilà comment je la critiquerai. Je parlerai de la bulle, et je parlerai aussi des profits insensés réalisés ici, au détriment des emplois. Je devrais vous parler du travail. Juste une petite parenthèse. J'ai des étudiants. J'enseigne encore à l'université, donc j'ai des étudiants. Et aujourd'hui, mes étudiants ne trouvent plus les types d'emplois que j'avais quand j'étais jeune. Ils me disent qu'ils vont conduire pour Uber, qu'ils vont gagner leur vie, en gros, comme chauffeurs de taxi. Vous savez, ils ont un doctorat en économie. Normalement, ils n'auraient pas besoin d'en arriver là. Mais ils ne trouvent pas de travail. On a fermé plusieurs centaines de collèges et d'universités aux États-Unis ces dernières années. Et la réalité, c'est que les emplois ne sont plus là. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que tirer une leçon socialiste de l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre les réalités du capitalisme et s'en servir comme argument pour construire une meilleure alternative. Je suis d'accord. Pour ça, il faut un mouvement ouvrier beaucoup plus fort. Parce que sans ça, c'est impossible pour des collectifs de travailleurs de prendre le contrôle de cette boulangerie. Sinon, ce serait juste 2 ou 3 personnes qui auraient investi, qui emprunteraient sur le marché, ou si c'est autofinancé, qui mettraient leur propre argent. Mais au final, les décisions resteraient entre les mains de ces quelques personnes, et les salariés ne pourraient pas empêcher le licenciement de ces 50 personnes. Et ce que vous avez proposé, je pense, renforce vraiment la prise de conscience des travailleurs à propos du socialisme. Je dirais aussi que l'histoire va finir par imposer ce débat. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Si la classe ouvrière actuelle devient de plus en plus mécontente du fait que le capitalisme récompense de manière inégale les capitalistes et les investisseurs d'un côté, et la masse des gens de l'autre, elle va d'abord se tourner vers les syndicats. Parce que c'est ce que l'histoire nous montre, le mouvement ouvrier, les syndicats. Mais si les syndicats ne peuvent pas, ou ne veulent pas, assumer ce rôle de direction, alors la classe ouvrière va chercher d'autres solutions. Et l'une de ces solutions, ce sera les coopératives de travailleurs. En d'autres termes, le mot d'ordre serait le suivant. Si le syndicat ne peut pas ou ne veut pas
faire pour les travailleurs ce dont ils ont besoin, alors ce syndicat n'est plus l'institution que les travailleurs devraient soutenir. Que devrait-il faire? Il devrait se mobiliser pour reprendre l'entreprise. Au lieu d'avoir un syndicat qui négocie avec l'employeur, vous devenez vous-même l'employeur. Alors comment faire ça? Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple tiré du Parti travailliste britannique sous Jeremy Corbyn. Pas celui d'aujourd'hui, celui-là ne vaut rien. L'actuel, franchement, c'est une catastrophe. Mais M. Corbyn avait dit, voilà ce qu'on va faire. Le premier projet de loi qu'on fera passer si on gagne les élections au Royaume-Uni, ce sera une loi qui dit que, avant qu'une entreprise puisse entrer en bourse ou quitter le pays, ou fermer, ou se vendre à une autre société, avant de faire quoi que ce soit de tout ça, elle devra donner un droit de premier refus aux travailleurs. Autrement dit, l'entreprise doit offrir à ses propres salariés la possibilité de la reprendre. Et quand la presse, en écoutant Corbyn et son adjoint John McDonnell, a expliqué cela, elle a demandé « Oui, mais où les travailleurs vont-ils trouver l'argent pour racheter l'entreprise ?» Et Corbyn a souri et a répondu « De l'État. Nous leur accorderons des prêts très avantageux pour qu'ils puissent le faire. » Et il a ajouté « Nous allons créer une économie avec un secteur capitaliste et un secteur socialiste. Dans le secteur socialiste, les travailleurs posséderont et géreront leurs propres entreprises. Et là, nous verrons une véritable concurrence et chacun pourra choisir où acheter et où travailler. » Ce dont il s'agit, c'est d'une stratégie alternative. Et je ne parle pas d'un simple choix, comme quand on entre dans un restaurant et qu'on décide de ce qu'on va commander. Non, c'est l'histoire elle-même qui va trancher. Les syndicats vont bouger, et c'est déjà en train de se produire ici. Ils vont devenir la cible d'une énorme pression venant de la base. En gros, soit vous nous obtenez un meilleur contrat avec cet employeur, soit on prend une autre voie, celle des coopératives. Et là, le rôle du syndicat devient beaucoup moins évident. Ce risque-là va pousser beaucoup de syndicats, dans bien des cas, à redevenir aussi combatifs que leurs propres adhérents le sont déjà. Peut-être qu'une bonne façon de conclure cette conversation, ce serait de parler un peu plus largement du système économique dans son ensemble et de replacer tout ça dans la perspective de ce qu'on a évoqué à travers le prisme des droits et de la liberté des travailleurs. La question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Quel type de système économique, si vous le pouviez, imaginez-vous pour l'avenir? Et je pose cette question dans le contexte des débats actuels à gauche sur le déclin de l'impérialisme américain, ou de ce qu'on appelle parfois l'Empire américain, sur le recul du capitalisme dirigé par les États-Unis, sur la montée des BRICS et l'émergence d'un nouvel ordre mondial, qu'il soit politique ou économique. On parle aussi de la crise du capitalisme fossile. Alors que la guerre et les blocus ont provoqué une course mondiale vers les énergies renouvelables, comme une tentative d'échapper aux fragilités des points d'étranglement. Et tout cela s'ajoute encore à la crise profonde du capitalisme financier. Une crise qui, semble-t-il, ne s'arrête jamais. Alors, d'après ce que vous venez de dire, quelle vision plus large de l'économie politique vous vient à l'esprit? Je pose la question parce que, si on remonte à il y a 100 ans, les partis communistes dans le monde proposaient une vision claire. Je ne dis pas que c'était exactement la même partout, mais on pouvait identifier 5 ou 6 grands axes. La fin du système des propriétaires fonciers, la prise de contrôle des moyens de production, de vraie nationalisation des grands moyens de production, un parti dirigé par les travailleurs, centré sur le secteur public,
et non pas favorable aux grands capitalistes. Autrement dit, on peut assez bien définir ce qu'était la vision il y a 100 ans. Alors aujourd'hui, à un moment où l'on voit s'ouvrir de nouvelles opportunités, alors que les empires, qu'ils soient capitalistes, militaristes ou impérialistes, sont en déclin, quelle serait, selon vous, cette vision d'ensemble de l'économie politique, du point de vue des travailleurs, de la classe ouvrière? Eh bien, la façon dont je répondrais à cette question, ce serait de revenir d'une certaine manière aux origines philosophiques du socialisme. On peut se demander pourquoi le conflit entre le système économique capitaliste, qui n'est qu'une manière particulière d'organiser la production et la distribution des biens et des services, a pris cette forme. Le capitalisme, c'est autre chose que le féodalisme. Dans le féodalisme, il y avait les seigneurs et les serfs. Dans un système esclavagiste, les maîtres et les esclaves. Et dans les économies villageoises anciennes, différentes formes de communautés villageoises organisaient tout cela. Alors pourquoi, si c'est juste un système économique particulier, a-t-on donné au mot socialisme cette idée d'avenir? Parce que c'est un terme très vague. Et d'ailleurs, on l'oppose souvent, le socialisme est généralement opposé à l'individualisme. Dans un cas, on met un peu l'accent sur l'individu, comme s'il était premier, et la société devient alors quelque chose que les individus produisent ou créent. Alors que le socialisme, lui, a plutôt tendance à insister sur l'inverse. Ce sont les sociétés qui façonnent et créent les individus qui naissent, littéralement, en leur sein. Je pense que c'est parce qu'à l'origine du socialisme, il y avait une intuition qui est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Cette intuition, c'est que tôt ou tard, si l'on veut parler d'un système économique au service d'une communauté et d'une société, alors ce système doit être une construction sociale. Autrement dit, c'est à nous, collectivement, en tant que société, de créer un système économique qui réponde à nos besoins. Mais nous ne l'avons jamais vraiment fait. Ou plutôt, la chose la plus proche de cela, ce sont les anciennes communautés d'Asie du Sud-Est, comme ailleurs d'ailleurs. Ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont fragmenté la communauté en maîtres et esclaves, seigneurs et serfs, employeurs et employés. Et ce que nous voulons vraiment, c'est rompre avec cette tradition qui permet à une petite minorité de contrôler et de façonner le système économique dont tout le monde dépend. Toute la société repose sur la production et la distribution des biens et des services. Sinon, on meurt de faim, on n'a pas de vêtements, on n'a pas d'abri. Mais pourquoi acceptons-nous qu'un petit groupe de maîtres dirige une forme d'esclavage dont nous dépendons tous, ou qu'un petit groupe de seigneurs dirige un féodalisme dont nous dépendons tous, ou aujourd'hui, qu'un petit groupe d'employeurs dirige un système capitaliste dont nous dépendons tous? Je le rappelle sans cesse. Selon le recensement des États-Unis, sur les 330 millions d'Américains, 3% sont des employeurs. Les 97% restants ne le sont pas. 330 million Americans, 3% are employers. The other 97% are not. And yet the employers make the decision. Et pourtant, ce sont les employeurs qui décident. Ce qu'on produit, comment on le produit, où on le produit et comment c'est distribué. Le socialisme, avant tout, c'est l'idée que le système économique d'une société doit être construit et déterminé socialement. Tout le monde doit avoir le pouvoir de participer aux décisions. Quoi produire, comment produire, où produire et comment distribuer ce qu'on a produit. Le capitalisme, lui, ne peut pas faire ça, structurellement. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'un capitaliste soit bon ou mauvais. Le capitalisme exclut, par sa nature même, les employés de ses décisions. Ces décisions sont réservées aux employeurs. Et c'est précisément ça qu'il faut enseigner. Nous devons faire comprendre aux gens que nous sommes en train d'achever un processus historique.
Vous savez, on peut se demander pourquoi les marxistes parlaient du système économique d'avant l'esclavage, celui dont Marx disait qu'il comportait quelque chose qu'il appelait le communisme primitif. C'est parce qu'à cette époque, dans beaucoup de ces économies villageoises, il existait une forme d'organisation sociale, une société qui prenait certaines décisions collectives. Et il y a là, dans cette expérience humaine très ancienne, quelque chose qu'on peut retrouver dans une situation moderne. Quelque chose qui permet de comprendre ce qui ne va pas dans le capitalisme, ce qui lui manque, et qui se trouve au cœur même de ce mot, socialisme. And its key in that word is socialism. We want an economic system that Nous voulons un système économique qui démocratise l'économie, qui montre clairement que la démocratie ne se limite pas à des décisions politiques sur le système politique, en supposant qu'on en est un. La démocratie ne s'arrête pas à la frontière qu'on appelle l'entreprise. Elle doit exister à l'intérieur de l'entreprise, autant qu'autour d'elle. Sinon, ce n'est pas une vraie démocratie. Et l'une des raisons pour lesquelles les démocraties que nous connaissons sont si formelles, si peu réelles, c'est qu'elles ne sont pas ancrées dans un système économique. Je pense que c'est un message très fort auquel les classes populaires peuvent répondre si nous avons le courage de l'affirmer clairement dans notre engagement. Juste une petite relance, et vous pouvez faire aussi court que vous voulez, parce que je sais qu'on arrive à peu près à l'heure d'émission. Je pensais à quelque chose pendant que vous parliez, et j'écoutais vraiment avec beaucoup d'attention, d'intérêt et même d'enthousiasme à certains moments. Quel type d'espace d'organisation, pour les gens ou pour la classe ouvrière, vous viennent à l'esprit? Bien sûr, dans notre émission avec vous, vous aviez déjà parlé des espaces culturels à Manhattan. C'était dans le contexte de la victoire électorale de Zohran Mamdani, et vous aviez expliqué comment ces espaces pouvaient être mobilisés. Je réfléchissais justement aux partis politiques et à leur déclin, à la manière dont le néolibéralisme, ou plutôt l'autoritarisme néolibéral, a démantelé les partis de centre-gauche un peu partout dans le monde, du Parti travailliste, à partir de Blair, jusqu'à Clinton et ceux qui ont suivi. Et je ne suis pas en train d'idéaliser le Parti travailliste. Je viens du Sud global. On sait bien quelle a été l'histoire du Parti travailliste, à quel point il a été complice de l'appareil impérial. Mais quelque chose a changé dans les années qui ont suivi les années 90 et le début des années 2000, même au sein de ces partis centristes. Aux États-Unis aussi, le Parti démocrate sous Clinton a connu une transformation profonde qu'on peut distinguer de celle de Lyndon Johnson ou de Kennedy. À mesure que les gestionnaires de fonds spéculatifs et la classe financière prenaient plus de pouvoir, le parti a évolué, au point de laisser la classe ouvrière sans véritable parti. Et puis, à mon avis, la montée d'Internet a énormément fragmenté la jeunesse. Et même sur ce point, une dernière remarque. Vous avez raison de dire que le manque de soutien, ou plutôt l'impopularité de cette guerre, est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Surtout si l'on considère que dès le départ, elle a été impopulaire. C'est ce qui la distingue de la guerre d'Irak ou de la guerre du Vietnam. Dans le cas du Vietnam, il a fallu des années, voire des décennies, avant que des manifestations massives n'éclatent. Mais cette fois, on n'a pas vu autant de protestations dans la rue. Même si on compare avec 2003, une grande partie du mécontentement s'est exprimée sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, quand les forces de gauche essayent d'organiser les gens autour des sujets dont vous venez de parler, quel type d'espace vous vient à l'esprit comme lieu possible pour mobiliser les gens? Eh bien, je pense que d'une certaine façon, la réponse à votre question est déjà contenue dans votre question. Voilà ce que je veux dire. Je suis marxiste, mais j'ai aussi beaucoup appris du maître de Marx, Hegel.
et je regarde tout à travers les contradictions qu'il contient. C'est la leçon de Hegel, la manière de penser le monde. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est que Internet permet un niveau et une intensité de discussion politique, d'information et d'éducation qui n'étaient pas possibles auparavant ou qui allaient beaucoup plus lentement. Je veux dire, même cette conversation, je suis à New York, vous êtes en Asie du Sud. C'est quand même formidable qu'on puisse parler comme ça, comme on l'a déjà fait dans d'autres échanges et comme j'espère qu'on le fera encore à l'avenir. Nous échangeons des opinions, nous apprenons les uns des autres. On pourrait faire bien plus. On devrait faire bien plus. Mais tout cela contribue à développer une compréhension vraiment profonde. J'ai vécu toute ma vie aux États-Unis. Je suis né dans l'Ohio. J'ai vécu et travaillé aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'ouverture à la pensée marxiste est plus grande que je ne l'ai jamais vue de mon vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'expliquer? Pourquoi est-ce possible? J'anime chaque semaine une émission de radio et télévision d'une demi-heure. Elle est diffusée partout aux États-Unis et dans le monde entier via YouTube. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je puisse faire ça, qu'il y ait un public assez large pour que ce soit viable? C'est parce que ces leçons sont en train d'être apprises. Et tu as raison, elles ne se sont pas encore traduites par les formes que nous aimerions voir. Des manifestations de masse, des partis politiques puissants. Mais laisse-moi te dire une chose. Ils sont en train d'émerger. Par exemple, ce qu'on appelle les socialistes démocrates d'Amérique, c'est une forme de socialisme très modéré. Leurs membres en font partie, d'accord? Aujourd'hui, ils sont environ 100 000 à travers les États-Unis. C'est une organisation socialiste plus puissante que tout ce qu'on a connu depuis plus d'un demi-siècle. Et ça, c'est le résultat des 5 ou 10 dernières années. Voilà. C'est un début, ça se construit, et on voit apparaître de nouveaux mouvements syndicaux. On assiste aussi au passage de la génération de dirigeants syndicaux de la guerre froide, remplacée par une toute nouvelle génération, bien plus ouverte à la gauche que la précédente. Les anciens dirigeants étaient pris dans la logique de la guerre froide, et ils n'étaient pas ouverts à la gauche, de peur que le gouvernement ne s'en prenne à eux et ne les détruise. Tout ça est en train de changer. Et je porte le boss, on va être surpris. Je voudrais conclure avec une citation d'un célèbre dirigeant politique. Un jour, ses collègues sont venus le voir en lui disant « Mon Dieu, c'est tellement long, tout avance si lentement. Depuis des décennies, il ne se passe rien. » Il les a regardés, il a souri et il leur a répondu « C'est comme ça que ça marche. » Pendant des décennies, on a l'impression que rien ne se passe et puis en quelques semaines, des décennies se produisent. Évidemment, j'aimerais que ce soit vrai, même si je n'ai aucune garantie, mais c'est ce que je ressens. Chaque expérience que je vis, chaque déplacement, chaque conversation me donne ce sentiment. Et vous ne pourrez pas arrêter cette génération. Elle est différente, elle est déterminée. L'intérêt pour le socialisme augmente à mesure qu'on descend en âge. Les jeunes d'une vingtaine d'années sont aujourd'hui les plus fervents partisans de tout cela. Et je pense que c'est un signe clair de la direction que prennent les choses. On va s'arrêter là, et je pense que c'est une très belle façon de conclure. Un 1er mai, une fête du travail, dans l'esprit de la révolution russe. Oui, et merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous et pour cette discussion à la fois éclairante et passionnante. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Toi aussi, et à toutes les personnes qui nous écoutent, nous sommes solidaires en ce 1er mai. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes,
des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez qu'on construise un véritable espace d'archives pour la gauche, j'ai 2 petites demandes. D'abord, pensez à faire un don pour soutenir cette initiative. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Don't forget to hit the subscribe button.